C'est une histoire d'amour qui débute par un changement radical de vie. Quitter l'Italie pour épouser un père de famille. Isabella, pleine d'espoir et de rêves, atterrit à Lunda, la tête haute. Mais cette ville minière, si différente de son pays natal, lui réserve des défis inattendus. Ce changement de pays, quitter l'Italie pour s'installer dans cette ville minière de Lunda, est une épreuve pour elle. En entrant dans la somptueuse demeure de son mari, elle découvre Feza, une jeune femme douce et attentionnée, qui s'occupe des enfants avec un dévouement total. Les enfants, toujours souriants en présence de Feza, l'adorent. Isabella voyait dans l'attention excessive que Feza portait aux enfants un moyen de se rapprocher de son mari, ce qui alimentait sa jalousie. Elle ne pouvait s'empêcher de penser que Feza agissait ainsi pour attirer l'affection de Lorenzo, se posant en rivale plutôt qu'en simple gouvernante. Monsieur Lorenzo, absorbé par ses affaires, ne tarit pas d'éloges sur le travail de Feza, ce qui ne fait qu'amplifier le soupçon de sa nouvelle épouse. Isabella commence à observer la relation entre Feza et les enfants avec un mélange de suspicion et d'envie, se demandant si elle ne pourra jamais trouver sa place dans ce nouveau foyer où l'ombre de l'ancienne femme de son mari semble encore présente. Et c'est dans cette tension silencieuse que se tisse le fil de notre histoire, marquée par les suspicions, le doute et les non-dits qui ne tarderont pas à éclater. Feza était une jeune fille d'origine modeste qui, il y a 1 an, avait trouvé un emploi dans la somptueuse demeure de Monsieur Lorenzo, un puissant homme d'affaires italien. Chargée de veiller sur les 2 filles du couple, elle remplissait leurs soirées de contes et de douceur, pendant que leur papa et maintenant Isabella se consacraient à leur entreprise minière. Mais une nuit, alors que les parents étaient absents pour un dîner d'affaires, la vie de Feza bascula dans un cauchemar inimaginable. Un cri perça la nuit, l'attirant brutalement de son sommeil. Une épaisse fumée envahissait sa chambre, l'air devenant rapidement irrespirable. Toute la maison avait pris feu. Feza se précipita vers le premier étage où dormaient les enfants, son cœur martelant dans sa poitrine. Mais elle fut stoppée net. Devant elle, les flammes s'élevaient, furieuses, formant une barrière infranchissable. Chaque respiration devenait un supplice, la fumée la rongeant de l'intérieur. Désespérée, elle s'enveloppa d'une couverture trempée d'eau, espérant braver l'enfer pour atteindre les petites. Mais l'air était devenu un poison. La fumée était si dense qu'elle la plongea dans l'inconscience, la laissant à la merci du feu. C'est là, au cœur de ce cauchemar, que la vie de Feza se brisa. Après avoir découvert les cadavres calcinés de ses filles, Monsieur Lorenzo était inconsolable. L'horreur de la scène le laissait dévasté, brisé par un chagrin insupportable. Sa nouvelle épouse tentait désespérément de le réconforter, cherchant les mots pour apaiser sa douleur. Mais le poids de la perte était trop lourd à porter. La perte de ses filles, ajoutée à celle de sa première femme, semblait plonger cet homme d'affaires prospère dans un cauchemar sans fin. Chaque souvenir de leur rire, de leur innocence, s'était transformé en une douleur aiguë qui le consumait peu à peu, le laissant seul face à une réalité qu'il peinait à accepter. Les mois passèrent, et la maison des Lorenzo, autrefois symbole de luxe, n'était plus qu'un amas de cendres sur la rue des résidences huppées, portant en elle le spectre d'une nuit de terreur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos impressions et échanger avec notre communauté. Votre soutien fait toute la différence. Dans une banlieue éloignée, Maman Coco, la grand-mère de Feza, menait un combat acharné pour la libération, sa petite fille emprisonnée depuis 9 longs mois. Accusée du meurtre des filles Lorenzo, du vol de pierres précieuses d'une valeur inestimable et d'incendie volontaire, Feza, une jeune femme douce et aimante, avait été condamnée sans même avoir droit à un véritable procès. Pourtant, Maman Coco savait, au plus profond de son cœur, que sa petite Feza était incapable de commettre un crime aussi odieux. Après avoir passé 3 mois à l'hôpital, le corps et l'esprit marqués par la tragédie,
Feza avait été brutalement jetée en prison, coupée du monde, oubliée de tous. Mais maman Coco refusait d'abandonner Feza aux griffes de l'injustice. Elle mobilise les familles, des ouvriers des mines, des gens aussi travailleurs et éprouvés qu'elle, pour réclamer justice. Vous la connaissez tous. Ma petite fille n'aurait jamais assassiné ses enfants pour de l'argent, clamait-elle sans relâche, portant seule l'espoir de la réhabilitation de Feza. Bientôt, des étudiants et des ONG locales se joignirent à la cause, exigeant que justice soit rendue et que la vérité sur Feza soit enfin révélée. Feza, autrefois entourée par les rires innocents des enfants, était désormais plongée dans un enfer sombre et impitoyable. Sa cellule, froide et humide, était une tombe sans lumière, où elle vivait oubliée de tous. Le silence oppressant n'était brisé que par les rats qui rôdaient, mordant parfois sa chair affaiblie. Soumise à des tortures et des pressions incessantes pour avouer des crimes qu'elle n'avait pas commis, Feza, isolée et brisée, luttait chaque jour pour ne pas sombrer dans la folie. Dans son isolement total, elle se laissait envahir par des pensées sombres et désespérées, se demandant si elle n'était pas devenue invisible, oubliée de tous, même de maman Coco, qui, dans son esprit tourmenté, semblait s'éloigner chaque jour un peu plus. Pourtant, dans toute la ville de Lunda, le nom de Feza était sur toutes les lèvres. Sur les réseaux sociaux, maman Coco continuait inlassablement à défendre sa petite fille, rappelant avec force qu'après ce jour dramatique, elle n'avait pu la voir qu'une seule fois, alors qu'elle était inconsciente à l'hôpital. Même accusée, Feza a des droits, proclamait-elle. Le droit au soutien, au respect et surtout à l'amour de ses proches. Les paroles de maman Coco résonnèrent à travers la ville, touchant le cœur de nombreux habitants. Sous la pression de l'opinion publique, le procureur se vit contraint de réexaminer l'affaire. Soutenu par des ONG locales, maman Coco suivit leurs conseils et se tourna vers Joshua Chikenu, un avocat renommé pour sa ténacité. Avec un espoir naissant, elle se rendit directement chez lui, sans prendre rendez-vous, déterminée à lui exposer la situation. Après 3 coups à la porte, maître Chikenu apparut, son visage empreint de sérénité. Maman Coco, le cœur lourd, s'adressa à lui avec désespoir, implorant son aide pour sauver sa petite fille. Touché par son appel, l'avocat l'invita à entrer. Assise dans le salon, maman Coco, submergée par l'angoisse, exprima la souffrance qui la rongeait depuis l'incarcération de Feza. Chaque jour sans elle est une torture, confia-t-elle. La maison est devenue un tombeau de silence, et la peur qu'il soit déjà trop tard me dévore. Ces mots scellèrent la détermination de maître Chikenu à défendre Feza, allumant une étincelle d'espoir dans cette nuit de désespoir. L'avocat la regarda avec douceur, puis lui demanda d'une voix calme. « Que savez-vous exactement de ces accusations, chère dame ?» Maman Coco soupira profondément, les larmes aux yeux, puis répondit d'une voix tremblante. « Je sais que tout est faux. » Joshua Chikenu entra dans la cellule, son regard scrutant l'obscurité oppressante. Feza, recroquevillée dans un coin, était à peine visible, une ombre parmi les ombres. Les chaînes cliquetaient faiblement à chaque mouvement, mais les détails de son corps marqué restaient cachés dans la pénombre. Feza, surprise par la visite après tant de solitude, recula instinctivement. Sa méfiance était palpable. Elle regarda l'homme avec des yeux fatigués et incrédules, se demandant ce qu'une telle visite pouvait signifier. L'homme se présenta. « Je suis Joshua Chikenu, l'avocat de votre grand-mère, maman Coco, » dit-il d'une voix douce mais ferme, essayant de percer le voile de la noirceur et du désespoir qui enveloppait la jeune femme. « Elle m'a demandé de vous aider. » Mais Feza, la voix tremblante, murmura. « Je préférerais mourir ici que d'affronter le procès. Maître !» Joshua sentit le poids immense de ces mots, l'étendue de son désespoir.
Il n'insista pas ce jour-là, mais avant de partir, il lui promit de revenir, avec l'espoir que, peu à peu, elle retrouverait la force de se battre. Avant de quitter la prison, il plaida auprès du directeur pour qu'elle soit transférée dans une cellule éclairée, un petit pas vers un avenir moins sombre. Monsieur et Madame Lorenzo, écrasés par le chagrin après la perte de leur fille, Bianca et Bella décidèrent de retourner à Lunda et faire appel à un avocat parmi les plus renommés, déterminé à découvrir la vérité. Lorenzo nourrissait une haine profonde envers Feza, qu'il tenait pour responsable de sa souffrance. À ses yeux, c'était elle qui avait brisé sa vie en lui infligeant cette douleur insupportable. Chaque fois qu'il pensait à ses filles, son cœur se serrait d'amertume et son esprit était envahi par des pensées de vengeance. Il ne voyait plus en Feza la jeune femme dévouée qu'il avait autrefois appréciée, mais seulement celle qu'il croyait coupable d'avoir détruit son bonheur. Sa douleur s'était muée en colère, et il ne trouvait aucun réconfort, seulement un désir ardent de voir justice être rendue, peu importe ce que cela coûterait. Cette nuit-là, Feza fut transférée dans une nouvelle cellule. À l'intérieur, elle trouva un petit lit, un pot en métal et une minuscule fenêtre par laquelle un faible rayon de lumière parvenait à filtrer. Isolée dans cette solitude, Feza avait pris l'habitude de caresser son corps et son visage, ressentant la dureté de sa peau qui ne répondait plus au toucher. Elle savait que son apparence avait radicalement changé, mais ce n'est qu'en voyant pour la première fois son reflet sur le pot en métal que l'ampleur de sa transformation la frappa avec une force brutale. Lorsque ses yeux tombèrent sur ce visage méconnaissable, elle fut submergée par une vague de désespoir. Les larmes, qu'elle croyait taries depuis longtemps, jaillirent de ses yeux. Son visage, autrefois doux et harmonieux, était désormais défiguré par des cicatrices profondes et irrégulières. Sa peau, marquée par le feu, avait pris une teinte rougeâtre, boursouflée par endroits. Ses lèvres, autrefois pleines et souriantes, étaient désormais craquelée, asymétrique, et une cicatrice proéminente barrait son front, rendant son apparence méconnaissable. Le miroir de métal renvoyait l'image d'une femme qu'elle ne reconnaissait plus, une étrangère prisonnière de sa propre peau. Feza éclata en sanglots, la réalité de ce qu'elle était devenue l'écrasant sous un poids insupportable. Le lendemain, Maître Tchikenou pénétra dans la cellule de Feza. Elle était recroquevillée dans un coin, son regard fixé sur le mur, enfermée dans un silence obstiné. Sentant que les mots seuls ne suffiraient pas à la sortir de son mutisme, il prit une autre approche. Calmement, il sortit son téléphone et augmenta le volume à fond. Des vidéos des manifestants qui, à l'extérieur, continuaient de se battre pour elle. Les images et des paroles de soutien, les chants, les messages d'espoir se succédaient, et peu à peu, ils semblèrent briser la muraille de solitude que Feza avait érigée autour d'elle. Lentement, elle tourna la tête, ses yeux, ternis par le désespoir, retrouvant une étincelle de vie. Ce fut alors que Maître Tchikenou aperçut pour la première fois l'étendue des ravages que le feu avait infligés à son visage. Le choc le prit à la gorge. La peau, autrefois douce, était désormais criblée de cicatrices profondes, déformées par l'épreuve des flammes. Chaque trait portait la marque d'une souffrance incommensurable, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose d'encore plus puissant, une détermination à survivre malgré tout. Reprenant son souffle, l'avocat s'approcha doucement d'elle, adoucissant sa voix pour ne pas l'effrayer. « Feza !» commença-t-il avec une tendresse mêlée de gravité. « Il y a des gens dehors qui croient en ton innocence, qui se battent pour toi. Mais pour que je puisse vraiment t'aider, j'ai besoin que tu me racontes ce qui s'est passé. Je suis ici pour t'écouter, pour comprendre. Nous ne pourrons avancer que si tu me fais confiance, que si tu me parles. » Feza le regarda et lui dit « Je ne sais plus qui je suis devenue. Je suis un monstre maintenant, emprisonné dans ce corps défiguré.
Chaque jour, je me sens enfermée, non seulement par ces murs, mais par ma propre chair. Seule, je ne peux rien. C'est votre force, vos paroles de courage et votre soutien qui me donnent un peu d'espoir. Maître Chikenu, le regard rempli de compassion, la rassure doucement. Fais-ça, dit-il. Il est temps de renouveler tes pensées. Ce n'est pas ton corps qui te définit, mais ta volonté de vivre. Laisse tomber les chaînes de la peur et du désespoir. Change ta mentalité, car c'est en transformant ta façon de penser que tu pourras renverser les faux raisonnements qui t'ont emprisonné. La vérité doit éclater au grand jour, et c'est elle qui te rendra libre. Au procès, laisse la vérité parler pour toi. Le jour du procès, une tension palpable enveloppait la salle du tribunal. Les bancs étaient remplis de journalistes, de curieux et de manifestants venus soutenir Feza. Le brouhaha ambiant contrastait avec le silence pesant qui régnait dans l'âme de la jeune femme. Lorsque Feza fut amenée dans la salle, un murmure parcourut l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers elle, mais c'est celui de maman Coco qui la frappa le plus. Assise au premier rang, son visage était marqué par des rides profondes d'angoisse. Les larmes coulaient, sans retenue, sur ses joues, et son cœur se serra en voyant sa petite fille, autrefois pleine de vie, désormais méconnaissable. Elle avait du mal à concilier l'image de l'enfant qu'elle avait élevé avec celle de la jeune femme brisée qui se tenait devant elle. Pourtant, au-delà des cicatrices, elle ne voyait qu'innocence et douleur. Monsieur Lorenzo, présent dans la salle, restait figé, partagé entre la colère et la tristesse. Il avait perdu ses filles, et face à lui se trouvait celle que tout le monde accusait de ce crime atroce. Mais en la voyant ainsi, une partie de lui ne pouvait s'empêcher de douter. Il cherchait des réponses, déchiré entre le désir de justice pour ses filles et l'humanité qu'il ressentait pour Feza. Maître Chikenu, debout à côté de Feza, ressentait la lourde responsabilité qui pesait sur ses épaules. Il jeta un coup d'œil vers l'avocat de la partie adverse, un homme redoutable qui s'apprêtait à livrer bataille pour condamner Feza. Mais Maître Chikenu était prêt. Il savait que pour convaincre le jury, il ne devait pas seulement prouver l'innocence de sa cliente, mais aussi leur faire comprendre l'immensité de la tragédie qu'elle avait subie. Les arguments de l'accusation furent implacables. Ils décrivirent Feza comme une jeune femme désespérée, capable de tout pour s'enrichir, même au prix de vies innocentes. Ils parlèrent des pierres précieuses volées, de l'incendie, de la mort des deux petites filles. L'avocat de la famille Lorenzo peignait un portrait sombre de Feza, insistant sur la douleur et le chagrin de ses clients. Puis vint le tour de Maître Chikenu. Il se leva, prit une profonde inspiration et se tourna vers le jury. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, nous ne sommes pas ici pour juger une criminelle, mais pour découvrir la vérité. Feza est une victime, tout autant que les filles de Lorenzo. Elle a été trahie, blessée et abandonnée. Mais elle n'est pas coupable. » Le juge solennel appelle à la barre Feza, son regard fuyant les regards des spectateurs. L'avocat Joshua Chikenu se lève, son visage grave, et prend place devant elle. Feza, je sais que ce moment est difficile pour toi, mais il est essentiel que tu nous racontes ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Dis-nous ce que tu as vu, ce que tu as ressenti. Feza. Sa voix tremble légèrement, mais elle se reprend. Cette nuit-là, je m'étais endormie après avoir lu une histoire aux filles. Elles riaient encore quand j'ai quitté leur chambre. Je me souviens avoir été réveillée soudainement par leurs cris. Le bruit était si fort, désespéré. J'ai sauté de mon lit, et c'est là que j'ai senti la fumée. Elle était épaisse et suffocante. Je me suis précipitée vers le premier étage, là où dormaient Bianca et Bella. Joshua Chikenu. Il s'approche légèrement, son ton devient plus intense. Que s'est-il passé ensuite, Feza? Feza, les larmes aux yeux, sa voix devient plus fragile. Quand je suis arrivée à l'escalier, les flammes étaient déjà là,
une véritable muraille de feu. Je pouvais entendre les filles. Elles appelaient à l'aide. Je ne pouvais pas les laisser. J'ai attrapé une couverture dans la salle de bain. Je l'ai plongée dans l'eau. Je pensais que ça me protégerait des flammes. Mais alors que je montais les marches, quelque chose n'allait pas. Qu'as-tu senti, Feza? Feza, hésitante, la voix étouffée par l'émotion. L'odeur, l'odeur de l'essence, elle était si forte. J'ai compris que ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait versé de l'essence sur la couverture. Je pouvais sentir le liquide imbiber le tissu. C'était brûlant, ça m'a fait mal. Puis, juste avant de perdre connaissance, j'ai vu une ombre, une silhouette que je ne reconnaissais pas. Joshua Tchikenu, les sourcils froncés, captant l'attention de tous. Une silhouette. Feza, es-tu certaine de ce que tu as vu? Feza. Elle hoche la tête, les yeux perdus dans le souvenir de cette nuit. Oui, maître, je suis certaine. Cette personne m'a regardée, et c'est là que j'ai compris qu'elle voulait me brûler vive. Tout est devenu flou après ça. Je me souviens seulement de la douleur, des flammes qui me dévoraient, et des cris des filles. Puis, plus rien. La salle reste silencieuse, le public suspendu à ses lèvres. L'avocat fait une pause, laissant le poids des révélations imprégner l'atmosphère. Joshua Tchikenu. Il reprend, plus déterminé. Feza, après cette nuit, des récipients d'essence ont été retrouvés à l'extérieur de la maison, près du jardin des voisins. Savais-tu qu'ils étaient là? Elle secoue doucement la tête. Non, je ne savais pas. Je n'avais jamais vu ces récipients avant cette nuit. Joshua Tchikenu, avec un regard perçant vers le procureur et la salle entière. Cette découverte, mesdames et messieurs, démontre que l'incendie n'était pas un simple accident. Quelqu'un a intentionnellement versé de l'essence, non seulement pour empêcher Feza de sauver les enfants, mais aussi pour s'assurer qu'elle ne puisse jamais raconter ce qui s'est réellement passé. Feza, vous avez mentionné l'odeur d'essence et la présence d'une autre personne dans la maison cette nuit-là. Vous vous êtes battu pour sauver les filles, mais vous n'avez pas réussi à les atteindre. Alors, dites-nous, avez-vous essayé d'appeler les parents? Leur avez-vous demandé de l'aide avant que tout ne sombre dans le chaos? Elle ferme les yeux, sa voix à peine un murmure, tremblant sous l'émotion. Oui, oui, j'ai essayé. J'ai pris le téléphone, mais personne n'avait décroché. J'ai paniqué, j'ai couru vers les filles. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas les sauver, c'était trop tard. J'ai tout tenté, mais rien n'a marché. Un murmure se répand dans la salle du tribunal, les spectateurs chuchotant entre eux, choqués par ces révélations. Maman Coco, les larmes aux yeux, serre un peu plus fort la main de l'avocat, qui se prépare à continuer l'interrogatoire. Joshua Tchikenu. Se tournant à nouveau vers Feza, la voix douce mais insistante. Feza, pourquoi n'avais-tu jamais parlé de cette silhouette avant? Pourquoi n'avais-tu pas mentionné ce détail aux autorités? Sa voix est brisée, ses yeux remplis de douleur. Parce que j'avais peur. Peur que personne ne me croie. Qui aurait cru une fille comme moi? Tout le monde pense que je suis coupable. Même moi, à un moment donné, j'ai commencé à douter. L'avocat acquiesce doucement, comprenant le poids de ses dernières paroles. Il se tourne alors vers le jury et les juges, leur jetant un regard déterminé. D'une voix forte et claire. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous avez entendu la vérité. Une vérité que Feza n'a jamais pu exprimer, parce que la peur et la douleur l'en empêchaient. Une vérité que nous devons maintenant éclaircir pour rendre justice à ces enfants et à cette femme qui a tout perdu, y compris son visage, pour tenter de les sauver. La salle du tribunal est de nouveau plongée dans un silence lourd de tension, chacun absorbant les mots de l'avocat, l'esprit tourné vers cette silhouette mystérieuse, ce témoignage crucial qui pourrait bien changer le cours du procès. Merci d'avoir écouté cette histoire. Retenons que,
Dans les ténèbres les plus profondes, ce n'est pas la force physique qui nous libère, mais la force de l'esprit et la lumière de la vérité. Peu importe à quel point la vie peut nous défigurer ou nous briser, ce sont nos pensées, notre résilience et notre foi en la justice qui nous permettent de surmonter l'injustice et de trouver la rédemption. Le véritable courage réside dans la capacité à se relever, à affronter ses peurs et à laisser la vérité triompher. Car, finalement, c'est la vérité qui nous rend véritablement libres. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et surtout, laissez un commentaire pour partager vos impressions et échanger avec notre communauté. Votre soutien fait toute la différence.